14 juin 1984. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau mouvement à trouver dans les cellules ou dans la conscience corporelle. On pourrait dire un centre de coagulation ou d'agglutination, ou un centre de gravitation plutôt, qui est à défaire. Les rishis disaient bien qu'ils fendaient ce scaphandre comme une peau de bête qu'on dépaisse, mais en lettres capitales, pour répandre, spreading, notre terre, c'est-à-dire notre corps, sous le soleil illuminateur. C'est le mouvement de répansion qui semble à l'essai que l'on me fait toucher. La tendance naturelle du corps, des cellules, est de retenir, attirer à soi et stocker, comme l'animal qui fait ses provisions d'hiver. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est ce mouvement-là qui doit être défait. Au lieu d'enfermer l'énergie, E majuscule, il faut la laisser couler. Au lieu d'être soi comme dans la forteresse du corps, il faut démanteler la forteresse, l'étaler. On pourrait dire l'atomiser. Je ne sais pas. On pourrait appeler cela de l'extroversion cellulaire, ce qui est tout le contraire de son mouvement naturel. Pendant des millénaires, les cellules se sont bâties en englobant, enfermant, accumulant. C'est le petit centre qui veut tout avaler, comme un cancer. Eh bien, c'est juste le contraire. Je ne sais pas comment on peut faire cela sans tout faire éclater. En somme, il faut rester dans un corps tout en le faisant exploser. En somme, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien à faire, entre guillemets, mais tout à défaire. On a tellement l'impression de ne rien savoir, rien en lettres capitales. Si on savait quelque chose, ce serait le savoir de la vieille espèce. On peut toujours se consoler. Après-midi, toujours cette sensation d'une poigne puissante qui arrache ou extirpe tout l'être du corps et le projette dans une masse bleu foncé sans dimension. Des extractions successives. Une autre manière de décrire le phénomène. Quand la mer monte, on voit la grande houle escalader la côte d'un gonflement puissant, s'infiltrer dans toutes les crevasses et anfractuosités, et tout ce qui était dans les crevasses est projeté au dehors d'un jet puissant et occupé par la houle, et ainsi de suite. C'est un peu comme cela. La crevasse, c'est, entre guillemets, moi, point d'exclamation entre parenthèses, ou plutôt, c'est mon corps. Les deux manières de décrire le phénomène sont probablement vraies. L'une est vue du dehors et l'autre est sentie du dedans de la crevasse. Mais pour la vue du dehors, je n'en sais rien. C'est simplement éprouvé sans vision aucune. Soir, vision. Cet après-midi, dans son sommeil, Sujata m'a entendu jouer de la musique. Elle était en bas d'une maison ou dans la rue, puis elle m'a entendu. Elle est montée. J'étais devant le clavier d'un piano dont je peignais soigneusement chaque touche. Des touches roses, des touches d'un jaune très léger, crème, a-t-elle vu, et je peignais soigneusement le dessus et le dessous de chaque touche. Et en peignant, cela faisait de la musique. Je ne sais vraiment pas à quoi cela correspond, 2 points d'exclamation. On dirait un monde de là-haut ou je ne sais plus du tout. Est-ce qu'une partie de l'être continue sa musique là-haut, tandis que l'autre, le pauvre, nettoie les égouts en bas? C'est la répartition des tâches.
Peut-être que je veux faire de la musique colorée ou des couleurs musicales pour le haut et pour le bas. Surtout pour le bas. Il en a bien besoin. 15 juin 1984. Auroville, dans la nuit. Nous sommes peut-être une poignée sur la terre. 16 juin 1984. Quand j'ai commencé à publier l'agenda de mer, je me disais « Enfin, les gens vont voir la vérité, c'est évident. » Maintenant, je comprends bien ces lignes de Sri Aurobindo. When darkness deepens strongly the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp. Note de bas de page, traduction. Quand l'obscurité s'approfondit, étranglant la poitrine de la terre, et que le mental corporel est la seule lampe allumée. Le mental du corps reste la seule lampe. Tout le reste de la conscience, entre guillemets, mentale humaine, est dans une nuit totale et malhonnête. Je comprends bien maintenant pourquoi j'ai cessé d'écrire. Écrire pour qui? Pourquoi? En lettres capitales. 17 juin 1984, vision. Un fait curieux à noter. Mon frère s'est suicidé il y a 10 ans environ. Je le rencontrais dans le sommeil de temps en temps et il était toujours distant, mécontent, frustré et avec une sorte d'animosité vis-à-vis de moi. Jamais il ne s'approchait de moi. Il y a 8 jours à peu près, je l'ai rencontré encore une fois et nous avons eu une longue rencontre dont je ne me souviens pas, sauf qu'à la fin. Lionel m'a dit, François m'a dit d'un ton d'entente, « Oui, c'est un nouvel homme. » Comme s'il comprenait ce que je cherchais et exprimait son accord. Cela m'a surpris et j'ai pensé que c'était peut-être une fantaisie. Puis cette nuit, je l'ai rencontré encore et il était comme plongé dans l'étude, entre guillemets, de l'agenda de mer. Il est venu tout près de moi et je lui ai caressé les cheveux. C'est bien la première fois. Donc, on peut convertir, entre guillemets, quelqu'un après sa mort. Je savais bien qu'il était inutile de convaincre ou de convertir les vivants, mais je ne savais pas que les morts étaient plus réceptifs. Qui est mort? Les morts, entre guillemets, ou les vivants, entre guillemets? Je me souviens que quand mon copain l'orpailleur s'est suicidé, j'ai eu beaucoup de chagrin et je regrettais de ne pas l'avoir plus aidé. Alors mère m'a dit « Reste tranquille, concentre-toi et passe-lui la connaissance que tu aurais aimé lui donner lorsqu'il était vivant. » Je dois dire que j'étais un peu stupéfait. Note de bas de page, voire agenda 6, conversation du 10 décembre 1965. Je dois dire que j'étais un peu stupéfait que l'on puisse passer une connaissance à un mort, entre guillemets. Mais maintenant, je comprends. Je crois que nous ne comprenons rien et ne savons rien de l'existence réelle italique. 18 juin 1984. Est-ce qu'il n'y aura pas, un jour, une vie un peu libre, enfin, un peu naturelle, où l'on ne passera pas son temps simplement à se dépêtrer d'une toile d'araignée millénaire? On dirait que tout est un piège, les sentiments, les pensées, les réactions, les actes, tout, les gens, les circonstances, tout est un piège sauf ça. Il faut être totalement, italique, libre.
Oh, comme je comprends maintenant ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, ce dont personne n'a voulu. Des griffes cruelles exploitent tout, surtout le meilleur. On peut dire que des griffes cruelles sont cachées en chaque chose, chaque être, et que nous avons le choix entre trouver le divin là, en chaque chose, chaque être, ou trouver ces griffes cruelles. Mais c'est l'un ou l'autre. Et ces griffes, peut-être, ont été créées, inventées pour nous obliger à la seule solution, à la seule issue, à la seule guérison de tout. Sinon, c'est désespérant. On peut dire que je suis un suprême pessimiste ou un suprême optimiste, comme l'on veut. Mais il n'y a que le suprême, et c'est le suprême espoir. Le progrès consiste à s'apercevoir des griffes cruelles et à faire le choix. Progresser est pénible. Point d'exclamation entre parenthèses. J'ai jeté par-dessus bord tout ce qui était cher à mon cœur, Beethoven et les livres, il y a longtemps, et les mouettes, les îles ensoleillées. Ô mère, emporte-moi à tire d'ailes vers ta vie nouvelle. S'il n'y avait pas eu ces griffes cruelles, nous serions à jamais restés prisonniers d'un petit bonheur, d'une sonate, d'une crique ensoleillée, ou pire, ô mère, emporte-moi vers ta rive nouvelle. Après-midi, une si puissante extraction ou succion continue semble tout arracher. Soit il faut une sincérité aussi propre qu'un bistouri et aussi profonde qu'un microscope électronique, et encore, c'est plus microscopique que leur microscopique. 19 juin 1984. Nous sommes vraiment dans une tombe d'ignorance à appeler la lumière et la vie. Quand un vieux primate a cessé de croire aux singes, c'était un grand pessimiste, mais c'était un optimiste de l'humain. Félicitons-nous de son pessimisme. Soyons l'optimiste de l'être nouveau. Pour moi, la révélation la plus formidable de mon existence, c'est quand Sri Aurobindo a dit que nous n'allions pas toujours rester des hommes, ni même des super-hommes. Ils ne pensent qu'à développer leur circonvolution cérébrale. Cela, et la découverte que la Terre n'est pas au centre de l'univers, sont peut-être les deux révélations les plus puissantes, c'est-à-dire actives, de l'espèce humaine. Tout le reste et tous les prophètes pourraient tomber en poussière sans que cela dérange rien. Et pourtant, ils ont condamné Copernic, fait abjurer Galilée, brûlé Giordano Bruno, et maintenant, ils ricanent de Darwin. Ils ont préféré Gandhi à Sri Aurobindo et Mother Teresa à Mère. Le vieux primate n'a pas produit ou pas encore produit des hommes avec un grand H, mais des gnomes malins. Ma foi, c'est que dans cette tombe, tu fabriques l'être nouveau, mais il faut quelqu'un ou quelques-uns dehors pour appeler, prier, précipiter le moment de la manifestation. Il faut que quelqu'un en veuille. C'est aussi simple que cela. Quelquefois, je me sens dans cette tombe. D'espèce en espèce et au sein de chaque espèce, l'évolution est toujours née d'un besoin. Il faut retrouver le besoin, B majuscule, central au cœur de la cellule. Il n'y a pas d'autre clé. Pour cela, il faut descendre jusque dans la cellule, avec autre chose qu'un microscope. C'est tout le processus. 20 juin 1984.
Vision. J'ai l'impression que l'on est en train de mettre de l'ordre dans les archives subconscientes de la vie passée de ce corps. Cela a commencé avec le déferlement de ce torrent bleu. Et la nuit dernière, c'était très clair. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un, qui était Daniel Lévy, ancien ambassadeur de France en Inde, chez qui j'ai vécu quelques mois à Delhi en 1949-50, et je disais à ce quelqu'un, mais c'est le fils de Sylvain Lévy, le sanskritiste, comme si tout cela m'intéressait, point d'exclamation. Et je sortais un dossier Daniel Lévy, note de bas de page. Je décampais de l'ambassade après le dîner vers 10 ou 11 heures du soir et j'allais passer la nuit à fumer l'opium chez mon ami le marquis. Puis je rentrais à l'aube à l'ambassade avec une tonga et les yeux au milieu de la figure. C'était l'époque où je faisais de la peinture dans ma chambre avec un projecteur électrique, point d'exclamation entre parenthèses. Jusqu'au jour où j'ai découvert mes œuvres d'art, boulottées par les termites dans mon placard de l'ambassade. Il y a des termites qui ont du goût. C'était la fin de ma vie d'artiste, entre guillemets. Après, je suis allé me nettoyer en Guyane. Derrière tout cela, il y avait un tel malheur dans mon cœur. Je connaissais déjà les griffes cruelles. Je me demande comment mère a pu dire « celui-là ». Peut-être à cause du malheur dans mon cœur. Puis une deuxième fois, j'ai voulu consulter ce dossier et il avait disparu, sous des piles formidables. Et alors là, j'ai vu, soigneusement empilés, sur le tapis de ma chambre, des milliers et des milliers de petits journaux illustrés, genre Tintin, qui formaient un monceau, ou plutôt un tas méthodiquement arrangé, de quelque 1,50 m de haut sur 2 ou 3 mètres de large. C'était merveilleusement empilé, rien ne dépassait, et le dessus de ces piles, qui semblaient avoir des couleurs variées, était orange. Mais mon dossier Daniel Lévy avait disparu là-dessous. Et tout d'un coup, je me suis dit, et cela veut dire des millions et des millions d'images, entre guillemets, c'est-à-dire d'empreintes. Et c'est cela que l'on est en train de mettre en ordre. En effet, depuis quelques semaines, j'ai une série d'activités inusitées la nuit, et je comprends maintenant ce que cela veut dire. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans des bureaux de consulat ou d'ambassade. Les bureaux de consulat sont pour moi un symbole de complications et de mauvaise volonté. Point d'exclamation entre parenthèses. J'ai connu les consulats de l'Inde, les consulats de France, les consulats du Brésil, les consulats de partout. Surtout certaines ambassades de l'Inde à Paris. Et c'est chaque fois une horrible expérience qui a dû me marquer. Mais alors, depuis quelques semaines, je vais dans ces bureaux et subitement, les guichets fermés s'ouvrent. Les visas impossibles à obtenir sont donnés tout d'un coup. Les fonctionnaires soupçonneux et grincheux vous reçoivent avec un sourire. Point d'exclamation entre parenthèses. Les billets d'avion vous tombent dans les mains sans histoire. Enfin, toutes les complications et les mésaventures du mental matériel sont décompliquées comme par enchantement. Et alors je me suis souvenu de cette petite rivière, entre guillemets, de mer. Il suffit de dire « je veux » et on la traverse, sans encombre. Et si le grand frère, entre guillemets, du mental matériel s'en mêle, impossible, on coule, le visa est refusé. Et c'est ce même mental matériel qui, naturellement, fait toutes les complications et les impossibilités médicales, scientifiques, raisonnables, entre guillemets, enfin, toute la prison matérielle. Peut-être que l'on est en train de démolir la prison. Peut-être est-ce la préparation de ce mois bleu foncé où toutes les complications et les impossibilités du monde, du mensonge, tomberont comme par enchantement.
Il faut vraiment être optimiste, sinon tout est désespérant et les années passent. 21 juin 1984, vision. J'ai vu ce matin, et par certaines images, entre guillemets, cette nuit, le mécanisme par lequel la vie elle-même, passé un certain point ou une certaine crête, cherche sa propre destruction. Ce n'est pas qu'elle vieillisse et devienne malade et meure, non, elle cherche la chose qui la fera mourir. En quelque sorte, elle invente, entre guillemets, la maladie qui la fera mourir ou la délivrera provisoirement. Elle cherche le moyen. Ce n'est pas que la mort nous prenne ou nous surprenne, non, c'est la vie même qui l'appelle. La mort n'est pas indispensable ni inévitable. Il faut défaire le mécanisme central de vie qui, passé un certain point, se retourne en mort et veut sa mort. C'est la maladie centrale de la vie. C'est-à-dire que c'était une fausse vie qui soudain découvre ou démasque son visage mortel. Ce matin, j'ai vu ce quelque chose qui cherche à mourir. C'est très déplaisant à regarder. C'est comme si l'on regardait ramper l'envie de mourir. C'est quelque chose de très caché dans la vie ordinaire des humains. Ils ne voudraient pas voir ça, sauf certains malades ou suicidaires ou fous co. Et en regardant ce quelque chose qui se déroulait dans le subconscient matériel, je me suis tout d'un coup souvenu d'une image que j'ai vue cette nuit et j'ai compris ce que cela voulait dire. Tout d'un coup, j'ai vu un énorme crabe tapi et accroché dans l'anfractuosité d'un rocher. Il était noir, rayé de gris. Il avait la taille, ou il était même plus gros que ce que l'on appelle les dormeurs en Bretagne. Et alors, soudain, quelque chose l'a délogé dans cette anfractuosité. Je ne sais pas quoi, mais maintenant, je soupçonne que c'est ce torrent bleu. Et je l'ai vu sortir de son trou toute pince dehors. C'est peut-être la faim qui l'a fait sortir de son trou. La mort a faim. Mais c'est très déplaisant à voir. Et j'ai passé une très mauvaise matinée. Il y a un dormeur, entre guillemets, qui attend. Il grandit avec nous. Un dormeur noir rayé de gris. D'habitude, les dormeurs sont rouge foncé. C'est un processus pénible. C'est comme si je retrouvais en profondeur la mort de mon grand-père maternel, la mort de mon père et la mort de mon frère. Ça devient clair. Oh Seigneur. Mais en fait, c'est la mort de tout le monde. Après-midi. Oui, ce grand-père, ce père, ce frère, c'est comme si l'on portait tous ces morts en soi. Tant de morts. Tant de morts. Ce n'est pas seulement sa propre mort qu'il faut surmonter. On a hérité de tant de morts. Mort égale death, pas dead. Qui a déjà hérité de la vie, V majuscule, sans mort? Ceux qui ont vu un crabe accroché au fond de son trou savent qu'on ne peut pas le faire sortir. C'est formidable ce que ça s'accroche, comme si la carapace faisait corps avec la roche. C'est comme cela, ô Seigneur. Pourtant, cette nuit, le crabe sortait. C'est peut-être pour cela que je le sens tellement. Soir. Toute l'humanité est parfaitement contenue dans un homme, et même les étoiles, alors. Il n'y a que la grâce qui peut décider et faire. Mais s'il y a une percée en un point, même microscopique,
Ce sera un événement sidéral. Naturellement, toute la résistance du monde se coalise sur ce point où l'on veut percer. Chaque progrès s'accomplit contre l'espèce tout entière et peut-être contre beaucoup d'espèces connues et inconnues. 22 juin 1984, nuit. Que cette pauvre terre soit délivrée de ce fardeau de mensonges. 23 juin 1984. Nous ne sommes plus au milieu des hommes, mais au milieu de bêtes cruelles sous une apparence humaine. J'écrivais ceci hier soir, et ce matin je lis cet article. Indian Express, 22 juin 1984. Moscou, 21 juin. Les États-Unis préparent-ils des armes à infrason? Un expert militaire soviétique, C.I.O. Lomov, accuse les États-Unis de projeter la mise au point d'armes à infrason dont l'effet irait depuis des légers malaises jusqu'à la mort. Les ondes à infrason agiraient sur des systèmes vitaux tels que le système nerveux central et le système cardiovasculaire. Selon leur intensité, elles produiraient des faiblesses, des vertiges et des sensations de douleur, puis, au-delà d'un certain seuil, elles pourraient arrêter la respiration et l'action du cœur ou détruire certains organes. Au cours d'une interview avec l'APN, le colonel Lomov affirma que l'armée de l'air américaine projetait une série d'expériences nouvelles pour mettre à l'essai, sur des êtres humains et des animaux, les effets de lasers à haute intensité, des radiations micro-ondes et de rayons chargés et neutres à haute énergie. Pour la 10e ou 50e fois peut-être, le corps redécouvre le même secret, grand S. Son habitude invétérée et l'habitude de tout l'être depuis des millénaires est de se tourner vers le haut, entre guillemets, vers le patron mental, pour avoir la solution de tous ses problèmes. Même quand il prie, même quand il appelle Dieu, entre guillemets, ou que sais-je, l'être et la conscience corporelle se tournent vers le haut et, en quelque sorte, passent par le patron mental, même si celui-ci est silencieux. C'est en quelque sorte le canal. Et cet après-midi, tout l'être, toute la conscience du corps était en train d'appeler, prier et se tendre vers, quand tout d'un coup, le corps a laissé tomber tout son effort vers le haut et il s'est laissé couler littéralement, comme un caillou, au fond du corps, comme quand on coule au fond d'un puits. Tout s'est affaissé, a coulé, et alors, dans cette espèce d'état soudain complètement passif, nul, abandonné, cet état d'affaissement où plus rien ne tend vers le haut, le corps s'est soudain trouvé pris d'une solidité puissante, bleu foncé. Plus il était nul et passif et comme sans rien, impuissant comme de la pure matière, plus cette solidité se formait dense, extraordinairement puissante, et tout était bleu foncé. Là-dedans, tout est arrêté, abandonné, on pourrait dire stupide ou affaissé, et alors c'est cette puissance solide, bleu foncé qui, soudain, sans qu'on lui demande, sans qu'on l'appelle, sans que l'on tende vers elle, qui s'empare spontanément de tout le corps et le solidifie. C'est assez étrange. Encore trop tôt pour en dire plus. Et le nouveau mouvement, entre guillemets, c'est comme de se laisser couler au fond de son corps, vraiment
comme un caillou qui tombe au fond d'un puits. On coule dans le corps, dans je ne sais quoi qui s'emplit de bleu foncé puissant. Soir, vraiment, on tâtonne dans une nuit courageuse. Peut-être que l'important est de tâtonner. Je me souviens toujours de Sri Aurobindo. Solvitur ambulando, la solution se trouve en marchant. Je ne sais pas si tâtonnando est très latin. 24 juin 1984. 24 heures après, le secret, entre guillemets, ne marche plus. On ne peut pas expliquer au corps, autant dire à l'homme qui se noie de lire le manuel de natation. C'est encore le patron mental qui veut expliquer. Il faut que ça entre dans la nature du corps, et ça... Soir, je suis dans un lieu horrible de la conscience humaine matérielle. Peut-être la source même de l'horreur, H majuscule, et de la perversion, P majuscule. La sagesse est de ne rien dire. Combien de temps faudra-t-il tenir ? Il faut aussi nettoyer le poids de la tribu, pas seulement le sien. Le dormeur, entre guillemets, mental, s'est réveillé et il mord. 25 juin 1984, on touche à des mécanismes si puissants, n'est-ce pas ? Quand on touche à la source cachée dans le rocher, on touche à toutes sortes de morts, toutes sortes de chagrins, toutes sortes de défaites. Ce n'est pas une seule mort, la sienne, pas un seul chagrin, le sien, pas une seule défaite, la sienne. Ce sont des douleurs multipliées et des morts multipliées qui font un point atroce, comme une douleur exacerbée des milliers de fois et qui hérite de toute une nuit de chagrin. Je retrouve, étrangement, comme si c'était tout vivant, tout cru, là, la douleur de mon grand-père, la douleur de mon père, la douleur de mon frère. Et ce sont peut-être tant et tant de douleurs enfouies dans une nuit ancestrale. Et c'est cela qu'il faut vaincre. C'est écrasant. En fait, chaque minuscule point de la constitution de l'être hérite de toute la terre, et peut-être pas seulement. Cela fait une puissance d'agglutination microscopique qui n'est peut-être pas loin de la puissance d'agglutination nucléaire. Si l'on va à la source cachée, on va à la source de tout. Je me rends compte que Sri Aurobindo et Mère ont fait un travail divin indispensable, impensable. Je ne retrouve probablement que le fantôme de la difficulté. Mais on comprend aussi qu'ayant délogé ce point atroce, tous les petits dormeurs réveillés se mettent à grouiller et à mordre dans le monde. Ils ont déraciné la mort. Mais quand on prie pour toute la terre. C'est-à-dire que le point atroce conduit à l'amour suprême, c'est ça. Ou bien on est avalé par l'horreur, grand H. C'est peut-être devant ce choix que la terre est mise. Je pense à mon ami d'enfance, J.N., avocat réussi, réputé, qui me disait « On m'a volé de ma vie ». Il a choisi l'horreur. On nous a tous volé de la vie, parce que la vie avec un grand V n'existe pas encore, c'est seulement la mort avec un grand M qui vit.
et on cherche à nous arracher cette mort et nous protestons. On est en train de nous voler de notre mort. Et c'est la mort avec un grand M qui proteste en nous et sur la terre. Elle y tient. Elle veut absolument mourir, comme le grand-père, le père et toute la sainte tribu. Après-midi. Et en même temps que ce point d'horreur se découvre, des intensités suprêmes, indicibles et presque insupportables, s'emparent de l'être. L'amour, A majuscule, suprême, S majuscule, absolu, A majuscule. Tout devient tellement fort dans les deux sens. Je me souviens de mère, suspendue entre le plus ignoble et le plus merveilleux. 26 juin 1984. C'est une telle collection d'horreurs. Ce matin, j'ai dû m'arrêter et je suis resté les yeux grands ouverts à regarder. S'il faut nettoyer ce paquet d'1,50 m de haut et 3 de large avec ses millions d'images ou d'empreintes, note de bas de page, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 3 mètres de large, mais c'est ainsi. Et ce ne sont probablement pas seulement les siennes. On aurait envie de s'enfuir, je ne sais pas où d'ailleurs. Est-ce qu'on peut sortir de là? Oui, la mort, entre guillemets, c'est seulement le produit du bout, la conclusion logique de cette horreur. Comment est-ce possible? La vie humaine est tout à fait monstrueuse. C'est comme l'essence de tous les poisons possibles. Une variété presque infinie qui est là, prête à se mélanger à n'importe quelle image, n'importe quelle pensée, n'importe quelle réaction minuscule, n'importe quel sentiment. Ça, les sentiments, c'est le terrain de choix. Et à n'importe quelle seconde. C'est effrayant. On dirait que nous sommes bâtis sur l'horreur, pétris d'horreur au pluriel. Comment vais-je sortir de tout ça? Ou comment peut-on venir à bout de tout ça sans en crever? Oui, sans en crever de dégoût, de chagrin, de... C'est pour cela qu'on veut mourir. Et on attrape tous les poisons dans le prochain corps. On n'en sort pas. Il a fallu que j'attende 60 ans passés, dont quelques 30 années de yoga, pour voir sortir tout ça. Ah, je comprends pourquoi ils vont chercher la libération entre guillemets là-haut. Évidemment, 4 milliards d'années d'évolution à partir d'un virus quelconque, cela fait un stock. Je comprends aussi pourquoi ils s'enferment à clé dans une religion. Il faut une autre source de vie, avec un grand V, sur la Terre. Cela veut dire un nouveau règne ou un nouveau saltus évolutif, comme il n'y en a pas eu depuis le passage de la matière inerte, entre guillemets, à la première vibration de vie-mort. On oserait dire la première nécrobiose. Ce n'est pas seulement une nouvelle espèce, mais un nouveau règne. L'apex évolutif du virus, c'est la crucifixion. Sri Aurobindo, c'est la décrucifixion. Mais le mystère, grand M, n'est pas encore compris, résolu. Une évolution nouvelle, disait Sri Aurobindo, non microbienne, point d'exclamation entre parenthèses. C'est la phagocytose primordiale qui doit disparaître avec son concomitant de mort. Mère disait bien, la nourriture contient son germe de mort. Quand on sort de ces considérations, on se trouve boueux comme un ver de terre.
Et si par hasard, on commence à en avoir un peu assez et à dire « je voudrais bien que ça finisse », 1000 forces se précipitent en disant « mais oui, mon ami, tu vois bien comment c'est. Enfin, tu commences à voir clair. » Seigneur, c'est très difficile. Il faut que tu crois en moi parce que je ne crois plus beaucoup en moi, entre guillemets. Après-midi. La puissance de la mort appelle nécessairement la puissance de lumière correspondante. On n'est pas victorieux, non, mais le fait d'être au fond du trou est peut-être la condition suffisante. D'ailleurs, on ne serait pas au fond du trou s'il n'y avait pas eu cette lumière, L majuscule, pour creuser le trou. C'est elle, c'est sa puissance qui fait le trou. Donc, courage. Au bout du compte, il n'y a rien que cette aspiration à autre chose. Si je mourais maintenant, il n'y aurait rien, cette prème ne serait rien que ce quelque chose qui aspire à, on ne sait pas, mais ça aspire, et puis c'est tout. Il faut que je me taise jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle percée. Il est inutile d'étaler les horreurs, et c'est leur prêter de la force.